Salam alaikum. Donc, je me présente, Mehdi Rghaï, je suis responsable du pôle communication au sein de Synergie Média. On est une agence web établie ici à Agadir. Je pense que la majorité se pose une question sur comment un Agadiri va parler du Japon. C'est à 14 000 km du Maroc. C'est juste que je pense, Anna, personnellement, qu'il y a toute une génération, à partir des personnes qui sont nées les années 70, qui ont été bercées directement ou indirectement par la culture japonaise. On a, pour la majorité d'entre nous, regardé des dessins animés doublés en arabe, c'est des productions japonaises. Au niveau du cinéma, beaucoup de films américains qu'on connaît ont été inspirés de classiques du cinéma japonais. On a tous une télévision Sony à la maison, on a utilisé un Walkman. Donc, on a en quelque sorte été bercé par la culture japonaise. À ce sens, je pense personnellement que, compte tenu du sujet ou le thème, le changement créatif, changement positif, je pense que le Japon, c'est un excellent exemple parce que c'est un pays qui a été totalement éradiqué par la Deuxième Guerre mondiale et en 50 ans, il a pu devenir un leader de la technologie, la recherche. Donc, développement créatif pour un changement positif, le Japon, un geste au quotidien. C'est bon. Donc, je vais essayer de donner quelques exemples. L'islam, on dit donc, en quelque sorte, je crois personnellement que le changement de l'environnement, mais c'est chacun d'entre nous qui est le vecteur de changement de la société. C'est par de petits gestes, c'est des trucs que les Japonais ont, la culture dialogue, et lesquels on peut peut-être s'inspirer. Par exemple, pour les classes. Dans les classes japonaises, ils n'ont pas de service de nettoyage, de service de ménage, parce que à la fin de chaque séance, on choisit deux personnes, deux élèves, le primaire, le bac, qui s'occupent du nettoyage de la salle. C'est-à-dire, ils passent la serpillière, ils balayent la poussière et tout. C'est quoi l'avantage de ça? C'est que ça permet en quelque sorte d'inculquer certaines valeurs. C'est comme ça qu'on fonctionne la société. C'est aussi l'humilité, ça apprend aux gens l'humilité. Ils apprennent qu'il faut servir les autres pour se faire servir en contrepartie. C'est un système qui est aussi basé sur les dojos et les arts martiaux. Généralement, que l'on soit haut gradé, qu'on ait 30 ans de pratique martiale, ou là, que l'on vienne de commencer, après la fin des cours, on enlève les tatamis, on nettoie ensemble. Ça crée un esprit d'équipe, un esprit de famille, un communautarisme au sein du dojo. Donc, je pense que c'est des valeurs qu'il faut à tout prix avoir. Pour les douches japonaises, ça rentre dans le même sens. Au Japon, généralement, on prend une douche, ensuite, c'est un bain dans une eau chaude sans produit pour la peau ni rien. Donc, quand on respecte quelqu'un, ou là, quand on a un invité, on lui laisse la chance de plonger dans l'eau dès le bain en premier. C'est en quelque sorte, déjà, qu'on se nettoie avant d'entrer flot, ça nous rappelle un tas de choses, du genre, il faut déjà être propre pour ne pas souiller l'eau que les autres vont utiliser. Si on calque ça sur une piscine, par exemple, dans un club de gym, c'est obligatoire de prendre une douche avant d'entrer à l'eau. La même chose pour les sources d'eau chaude, les onsen japonais. On prend généralement une douche avant d'entrer dans l'eau commune. La même chose dans les métros, les moyens de transport en commun au Japon. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui portent donc les masques. On a l'approche d'Anna qu'on a peur d'être contaminé. C'est le contraire. C'est que quand tu as un rhume, tu as peur de contaminer les autres personnes. Donc tu te protèges le visage. Donc c'est déjà on pense à l'autre avant de penser à notre propre luxe. Donc aussi, en restant dans le cadre de tout ce qui est école ou établissement scolaire au Japon, c'est obligatoire d'avoir à la fin de chaque cours une séance une activité artistique ou là une activité sportive. C'est quoi l'avantage? C'est que le Japon donne naissance à énormément de sportifs, d'athlètes, mais ça a aussi permis de préserver quelques arts martiaux ancestraux. Moi, c'est des piliers de la culture japonaise. Du genre le kendo. Qui va aller pratiquer du kendo? C'est la pratique de sabre, mais avec un sabre en bambou.
on porte une armure et tout, on se protège le visage, mais qui va encore pratiquer le kendo alors qu'il n'y a plus, ce n'est plus d'actualité de porter un sabre. Mais ça permet de véhiculer certaines valeurs qui sont importantes pour la culture japonaise et qui peuvent les préserver grâce à l'obligation d'une activité sportive ou culturelle. Donc, dans le même sens, les Japonais sont encore elles savent encore aujourd'hui, elles maîtrisent l'art, la composition florale, les origamis, qui est le pliage, le papier, la poterie traditionnelle, la sculpture, la peinture. Donc, on a une société qui, dès le début de l'art, on lui inculque des valeurs, le sport ou les arts, et ainsi on cultive un petit geste toute la société. Un autre détail qui est très important pour le Japon, c'est pour les malvoyants. Généralement, c'est très difficile pour un malvoyant de vivre normalement dans une société, parce que c'est très difficile si les lieux publics ne sont pas aménagés pour les malvoyants. Les Japonais ont trouvé un concept très simple, c'est des tuiles en métal, le sol, et c'est des lignes jaunes que le voyant suit. Le sol, ça produit un son différent de celui le pavé normal. Donc, il peut normalement circuler le Japon, la majorité des lieux publics, les aéroports, les gares de métro, sans aucun problème. Dans un contexte un peu plus différent, c'est la ponctualité des Japonais. La ponctualité des Japonais, c'est une institution. Là, on a une approche très relative le temps. C'est que je ne vais pas enfoncer le clou, mais bon. C'est qu'au Maroc, par exemple, quand on se donne rendez-vous, c'est à une demi-heure, 1 heure avant ou après. Donc, on est très flexible à ce niveau. Pour le Japon, le retard le métro ou la Shinkansen, les trains à très grande vitesse, ils sont fixés à la seconde près. Parce que, prenons l'exemple d'une mégalopole à Tokyo. Tokyo, elle s'étale sur des centaines de kilomètres. C'est les villes voisines. Donc, Tokyo, c'est une ville inimaginablement grande. Des fois, il faut 2 heures de train, ensuite changer de train à Otani pour 1 heure, ensuite prendre le bus durant 45 minutes et marcher une vingtaine de minutes, le lieu du travail. Et c'est le même truc pour le retour. Donc, si on rate un train de quelques minutes, alors on va rater le train qui est après, donc on aura un retard d'1 heure sur le train. Donc, le Japon, il y a une sacralité le temps. C'est à la seconde près. S'il y a un retard de 6 secondes, le bulletin d'info le Japon. Donc, tellement il y a des gens, par exemple, qui ne travaillent que pour optimiser le métro, pour optimiser le temps. Donc, si on revient un peu au système éducatif, je dirais que l'illettrisme a quasiment été éradiqué le Japon. Il faut savoir que le Japon, jusqu'au 19e siècle, ça a été un pays féodal. C'est un pays renfermé. En 1860, c'est un pays renfermé. Donc, le système éducatif, le système médical, ni rien du tout. La science, en une cinquantaine d'années, ils ont pu rattraper les Européens, les Occidentaux, où ils ont pu créer, après la Deuxième Guerre mondiale, un système éducatif qui est en partie basé sur le système éducatif américain, mais qui a été assaisonné à la sauce japonaise et qui a pu donner une société quasiment sans personnes illettrées. Ce qui contraste avec les 50% des Marocains, en quelque sorte, qui ont encore du mal à lire et écrire. Sur ce point, on a, au Maghreb, on a énormément de diplômés chômeurs. Le Japon, il faut savoir qu'à peine 30% des bacheliers quittent l'université, ce qui peut en quelque sorte assurer des offres de travail décentes. Le tiers des Japonais, même si le Japon a le meilleur système éducatif supérieur, il n'y a que le tiers qui va à la fac. L'autre tiers, c'est des gens qui ont des formations professionnelles. Parce qu'on aura toujours besoin de plombiers, de menuisiers, de charpentiers. Il n'y a pas de métier plus noble qu'un autre. On a encore cette contrainte. Tout le monde veut devenir doctorant, alors que des fois, on peut réussir dans la vie en maîtrisant un métier. Et sur le tiers qui reste, disons les 40% qui restent, c'est des jeunes qui entrent directement dans le milieu du travail.
Ça donne une certaine particularité du système, le système économique japonais. C'est que généralement, quand on sort de l'université, on un poste directement à haut cadre. C'est qu'on doit faire ses preuves. C'est l'ancienneté qui prime. Donc, généralement, lorsqu'on sort de l'université, même si c'est une université prestigieuse, on commence en bas de l'échelle et on grave les échelons de la hiérarchie au sein de l'entreprise avec le poids des années, l'expérience qu'on accumule et tout. Donc, il y a aussi le Japon pour pouvoir absorber, les Japonais c'est 120 millions d'habitants, pour pouvoir absorber la masse, les étudiants. On a créé un système qui fait des universités prestigieuses, c'est des universités d'État, Tokyo, ou la Kyodai, Tokyo et Kyoto. C'est des universités, il faut avoir des notes, il faut avoir les moyens, il faut assurer l'examen de rentrée de l'université. Mais ils ont aussi des universités privées qui sont tout aussi prestigieuses. L'université de Keio, la Waseda, plusieurs premiers ministres du Japon. Ils ont aussi des universités publiques un peu moins prestigieuses, qui ont certaines facultés qui sont les meilleures au Japon. On a par exemple pour la faculté de médecine de l'université de Yokohama, c'est la meilleure faculté de médecine au Japon. C'est une université qui n'est pas très prestigieuse, mais qui s'est spécialisée un cursus précis, ou qui est devenu leader le Japon. Pour comprendre un peu le travail au sein de l'entreprise japonaise, il faut savoir que les Japonais ont l'appartenance au groupe qui est très importante. Donc, lorsqu'on entre dans une entreprise, on n'est pas qu'un simple salarié, on fait partie d'une famille. Donc, on est obligé de sortir quotidiennement ou régulièrement le soir pour manger entre collègues, pour boire. Les Japonais consomment énormément d'alcool, donc ils sortent, ils évacuent avec le stress de la société japonaise. Où ça consolide les liens qu'ils tissent le groupe. Donc, quand quelqu'un commet une erreur, il y a tout le groupe qui ont la responsabilité. Ce qui contraste énormément avec notre optique à nous. Dans ce sens, le soir, des fois, un salarié japonais a trop bu, il ne peut pas rentrer, il est trop tard, il est 3 heures du matin, il lui faut 2 heures pour rentrer chez lui, se changer, réveiller ensuite se changer une nouvelle fois et rentrer au Japon, à l'entreprise où il travaille. Donc, ils ont créé les capsules hôtels. Capsule hôtel, c'est une capsule de 2 mètres carrés. 2 mètres de haut, 1 mètre de large et 1 mètre de hauteur. C'est équipé en radio, réveil, on vous donne des draps propres, on vous donne une chemise propre et vous passez la nuit pour un prix raisonnable au lieu de passer la nuit. Donc on peut stocker dans un établissement des centaines de personnes. Je sais ça a l'air d'un tirage de science-fiction, voilà, ça existe depuis des dizaines d'années au Japon. C'est les capsules hôtels et le prix il est assez abordable, c'est dans les 500 dirhams pour la nuit, ce qui permet de se nettoyer, de faire la toilette ou de rentrer le matin le boulot. Pour les travaux, le Japon c'est une ville qui m'a dit Tokyo, c'est une ville, je pense que la mégalopole c'est dans les 35 millions d'habitants. Si sur 35 millions d'habitants une grande artère, c'est impossible. Donc ils font les travaux surtout la nuit et ils se débrouillent pour les finir très rapidement. Il faut savoir qu'en 7 jours, l'autoroute, la principale axe des Kainaf, le Japon, moi le tsunami ou le séisme, l'autoroute a été rétablie 7 jours seulement. C'est un miracle humain. C'est comme ça que la presse l'a appelé. Donc, d'un autre côté, il faut savoir que le Japon, c'est de gros producteurs de bandes dessinées. C'est ce qu'on appelle les mangas. Il y en a pour les jeunes, il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes, il y en a pour les moins grands, il y en a pour les femmes, il y en a pour les jeunes filles, pour les garçons. Donc, ils ont diversifié le produit. Mais il faut savoir que pour encourager les gens à lire, c'est qu'ils ont créé des mangas café ou des mangas kissa. C'est au lieu d'acheter un livre, on paye de l'heure et on lit autant qu'on peut. Donc c'est même où le concept a évolué en donnant des salles privées avec fauteuil, avec massage, avec nourriture qui est livrée, avec salle de cinéma et tout. Donc, mais l'avantage, c'est qu'au niveau du Japon, ou la Corée maintenant du Sud, qui est très proche culturellement du Japon, on a des volumes de papier consommés annuellement qui dépassent de 5-10 fois des pays comme la France. Ils sont connus pour être le pays de la littérature, de la science et tout.
Dans ce même sens, pour faciliter la vie aux Japonais, on a les distributeurs de boissons. Les distributeurs de boissons, je pense qu'il y en a 23 millions au Japon. Ça en fait un pour 4 personnes au Japon. On en trouve dans les forêts, dans les temples traditionnels, la plage, dans des lieux déserts, on trouve des distributeurs. Ça distribue de tout, des packs de cigarettes, des produits cosmétiques, des vêtements, des chaussures, des boissons. Et pour la petite statistique, près de la moitié des boissons consommées vendues au Japon, elles sont vendues via des distributeurs automatiques. Par exemple, pour optimiser le pass, on a créé des rangements à 2 niveaux pour les bicyclettes. Parce qu'il y a le souci de l'optimisation de l'espace au Japon. De même, le quartier d'Akihabara, c'est un quartier connu pour l'électronique le Japon, mais c'est un quartier qui aime les jeunes le week-end, parce qu'il y a la pression de la société japonaise, on porte l'uniforme scolaire toute la semaine, on ne fait qu'étudier durant toute la journée. Donc, en quelque sorte, pour un peu évacuer l'excès de la pression liée à les Japonais, Kimchi ou l'Akihabara, ils le cosplay. C'est qu'ils portent des costumes, de leurs personnages préférés, les jours ou pour les musiciens par exemple, qui ont des performances live. Du genre, on a un groupe de jeunes musiciens, ils n'ont pas où répéter. Il y a des structures, des parcs dédiés à ça. On pose le matériel, on chante, il y a des gens qui viennent filmer et tout, et on s'exprime. C'est une fenêtre pour pouvoir s'exprimer facilement. La mode au Japon, elle est extrêmement excentrique à un tel point parce qu'ils sont très éloignés culturellement, ils sont très éloignés du reste du monde. Donc ils ont développé leur propre sens de la mode, mais ils inspirent énormément de grands designers. Le rayonnement culturel du Japon, pour finir, il faut savoir que le Japon est connu dans le monde entier via les mangas, c'est les bandes dessinées japonaises. On en vend des centaines de millions un peu partout dans le monde. En France, il y a des éditeurs qui se sont spécialisés, il y a des éditeurs qui ont changé carrément d'orientation. Pour le cinéma d'animation, c'est Hayao Miyazaki, c'est le plus grand réalisateur de films d'animation au Japon. Il faut savoir que quand il a sorti le voyage de Chihiro, dans le début des années 2000, il a pu dépasser le box-office et rentrer dans un film Titanic qui est un succès phénoménal. Le cinéma, c'est Takeshi Kitano, c'est un grand réalisateur, il a inspiré énormément de films occidentaux, il est très respecté dans le monde entier. On invite généralement les festivals au Kochi. Donc ça, c'est le directeur de Nintendo. Nintendo, il faut savoir que les Japonais ont pu sauver l'industrie des jeux vidéo au début des années 80. Ce qu'on appelle la bulle, il y a le jeu vidéo aux États-Unis, on ne gagnait plus d'argent dessus. Ils ont pu créer un renouveau de l'industrie du jeu vidéo. La musique aussi, la musique japonaise aujourd'hui, elle s'exporte facilement dans les 4 coins du monde. On a des chanteurs qui arrivent à vendre des dizaines de millions d'albums dans le monde. Je pense que certains reconnaîtront Kenzo, Kenzo Takada, c'est le créateur de la marque Kenzo, parfumerie, cosmétiques, vêtements, haute couture et prêt-à-porter. C'est aussi un japonais qui a pu graver le nom du Japon dans l'Alam Kullo. Donc Shiseido, c'est une grande marque, je pense que les filles reconnaîtront, c'est une grande marque de cosmétiques, et elle a envahi le monde entier. Les sushis. Les sushis, ça a aussi été devenu culturel de qualité, alors que c'est une invention japonaise. Tellement c'est devenu international, on a des végétariens, on a aux poissons crus, au saumon, au thon. Hello Kitty, je pense que ça a été décliné dans les produits, mais il faut savoir que c'est devenu la mascotte de Japan Yokoso, c'est l'agence de tourisme japonaise, c'est l'égérie de l'agence de tourisme japonais. Et les Matsuri, c'est les festivals. Il faut savoir que les Japonais, ils n'ont pas beaucoup de congés, mais quand ils prennent un congé, une semaine de congé maintenant, et qu'ils participent au festival, ils exultent. Ils ressortent avec le stress qu'ils ont. Donc, je pense avoir fait le tour, et c'est 1 minute qui me reste, donc non, 0. Je pense que j'ai assuré. Merci.